Nous allons entendre incessamment sous peu Monsieur Hamidan Naifer, qui nous vient de Tunisie. C'est un grand plaisir de l'avoir parmi nous, à la fois pour son érudition, mais également pour son ancrage dans une problématique de premier ordre, celle du réformisme, qu'il a vécu pleinement de l'intérieur, puisque M. Naifer, parallèlement à ses études doctorales qu'il a effectuées en France, il a soutenu sa thèse en 1970 sous la direction de Charles Pella, c'est bien cela, était également un des leaders durant les années 1970 du mouvement islamiste tunisien qu'il a quitté par la suite en 1981. Il a, dans la foulée, créé une revue qu'il a stoppée sous le régime bénaliste pour contester l'absence de liberté d'expression sous ce régime. Et je vais malheureusement résumer l'ensemble de son action, ce qui me frustre beaucoup, mais je lui laisserai le loisir d'exprimer par la suite ce qu'il souhaite par rapport à son parcours. Plus récemment, en 2013, il a fondé la Ligue de Tunisie pour la culture et la pluralité, et M. Naifer est professeur à la Zeytouna, l'université tunisienne, l'université de théologie. Je l'invite à prendre place pour son intervention qui a pour titre « Réformisme musulman au Maghreb, thème, personnages et approche ». Merci, bonjour, merci pour cette invitation, aimable invitation, puisque ça me remet un peu dans le cadre où j'ai fait mes études ici à Paris, mais c'est un peu ancien ça. J'aimerais vous parler de réformisme au Maghreb. Qu'est-ce qui spécifie cette tendance dans sa première génération, c'est-à-dire la génération qui a fonctionné, qui a travaillé pendant pratiquement le 19e siècle et la moitié du 20e. Et je pense qu'étudier cette période peut nous aider beaucoup à comprendre justement où il y a les questions, quelles sont les questions qui ont été posées pendant cette période et où on est en train d'être freiné aujourd'hui concernant la question de quels sont les choix qui doivent être considérés, surtout dans ce contexte, c'est-à-dire contexte maghrébin et peut-être aussi contexte arabe. Alors, je pense qu'étudier la pensée réformiste dans le monde arabe conduit à découvrir l'importance des élites, surtout au Maghreb, en indiquant notamment le développement des grandes idées qu'elles ont partagées et des enjeux institutionnels qu'elles ont portés. Donc je considère que ça peut être une réponse à la question qui a été posée ce matin. Qu'est-ce que le réformisme ? Je peux considérer que pour cette partie du monde arabe, réformer, c'est-à-dire quels sont les enjeux qui ont été adoptés par les élites. Parce qu'il y a une grande différence entre réformisme, puisque le réformisme, c'est une action de l'élite, ce n'est pas une question de la masse. Ces deux facteurs, élite et évolution des idées, permettent d'évaluer la nature et le degré de prise de conscience qui prévalait surtout au Maghreb, à l'époque moderne, et présente le discours qui avait l'avantage pour affronter les principaux problèmes soulevés à cette époque. C'est à partir de ce constat que la lecture que nous nous attachons à présenter la pensée réformiste maghrébine et examiner les traits qui peuvent préciser son éventuelle spécificité par rapport à cette même pensée dans le reste du monde arabe. Pour nous aider à atteindre cet objectif, quelques questions s'imposent. La pensée réformiste maghrébine est-elle l'écho et la reprise de cette même pensée en Orient ? Deuxième question, quelles ont été les idées principales soutenues par cette élite maghrébine réformiste ?
et quelles étaient leurs implications au niveau des institutions majeures de la société maghrébine. Quel est le concept clé de la réforme religieuse et quelles sont les valeurs adoptées à ce niveau par ce projet de réforme? Quatrième question, quelle perception politique différencie les réformistes maghrébins par rapport à celle des penseurs musulmans et les érudits du Moyen-Âge? Et quel est l'apport de la pensée moderne occidentale dans cette perception? Enfin, cette démarche réformiste a-t-elle dégagé une nouvelle conception de la relation entre l'islam et l'autre? Alors, pour essayer de répondre à ces questions, je dirais que si la naissance du réformisme s'est faite au Mashraq, en Orient, dès le XVIIIe siècle, et s'est caractérisée par des priorités politico-militaires, le Maghreb, quant à lui, a pris un certain retard, mais n'a pas limité ses efforts réformistes de la première génération au domaine du politique et de l'institution militaire essentiellement. Les principaux représentants de cette génération de l'élite réformiste maghrébine que nous allons présenter, à savoir Ben Achour en Tunisie, Ben Badis en Algérie, Ali El-Fessi au Maroc, nous révèlent les affinités au niveau de la thématique qui les réunit. Ces concordances sont révélatrices de paradigmes qui les occupent, des paradigmes qui les occupent. Si la pensée réformiste dans le Maghreb du milieu du XIXe siècle jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale était conquise par la réalisation de la Renaissance, Nahda, à laquelle travaillaient les réformistes en Orient, la perception maghrébine de ce projet était sensiblement différente. Au Maghreb, la question de la Renaissance était le thème le plus important, puisque considéré comme le rêve historique de la première génération de l'élite réformiste. Cela est dû principalement à deux éléments qui, tout en étant opposés, se sont présentés comme objectivement associés. Il y a d'abord au niveau intra-maghrébin le facteur de désintégration sociale représenté par la distinction entre la ville d'une part et le monde rural ainsi que les régions isolées d'autre part. Face à cette confrontation socio-économique mais surtout culturelle qui mettait les deux structures locales en nette opposition, se présente l'élément colonial avec son expansion quasi totale. Pour contrer cette alliance paradoxale, le réformisme maghrébin devait à la fois réagir contre l'analphabétisme généralisé, la stagnation culturelle et les traditions de corruption, en affrontant la menace coloniale tout en considérant les apports progressistes de cette présence européenne au Maghreb. C'est ainsi que le dilemme des élites se pose. Entre le refus de l'autre et son accueil, la pensée réformiste doit se construire. De cette situation singulière, un mouvement intellectuel graduel est né, soutenu par une demande d'instruction, d'éducation tellement grande que Victor de Carnière, le représentant des colons français en Tunisie, la taxera de fureur scolaire. Ce mouvement qui prévalait à des degrés différents dans les régions du Maghreb était accompagné de l'émergence des partis politiques, d'une activité associative culturelle importante et d'une diffusion remarquable de journaux. C'est dans ce nouveau paysage qu'un mouvement national va voir le jour. Aux deux éléments précités qui ont constitué la force animatrice de l'engagement des élites maghrébines au projet de Renaissance, il faut ajouter un troisième facteur. Il s'agit de l'islam, conçu comme discours qui se démarque de la formulation du mouvement wahhabite, mais s'attache au moule des réformistes égyptiens et syriens du Levant. C'est un discours qui se libère de la dimension doctrinale, puritaine et même guerrière des fidèles du salafisme wahhabite, pour un système prêchant une ouverture évidente au monde moderne et de ses valeurs.
C'est ce qui lui a permis l'avènement en Égypte, en Syrie et au Liban d'un réformisme qui, tout en prêchant une régénération doctrinale de l'islam, veut dépasser l'austérité des pratiques en vigueur dans la première communauté musulmane. Cela a permis un engagement pour les réformes politiques, sociales et culturelles, s'inspirant du modèle moderne européen. Cette spécificité réformiste du Levant se traduira dans un discours et une activité intellectuelle et littéraire notoire. Cela leur a permis des prises de position très suivies au Maghreb grâce à la diffusion de publications, journaux et revues telles que la revue El Manar. Pour revenir au courant réformiste du Maghreb et à ses principaux penseurs et à leurs élites principales et leur implication sociétale, on peut distinguer d'une part ce qui les caractérise par rapport à leurs collègues d'Orient, mais se les rattache aux conditions objectives de leur société et son histoire, leur actualité et leur environnement culturel et politico-social propre. Le diagnostic effectué par la majorité des élites réformistes maghrébines du 19e et du 20e commence par une prise de conscience que la décadence du monde arabe était due au délaissement de la religion. À partir de ce moment va naître un leitmotiv incitant à la nécessité d'un retour à l'islam, lequel leitmotiv revêtira 4 caractéristiques sur lesquelles la pensée réformiste mettra l'accent en faisant recours à l'ijtihad, ou effort d'interprétation. Pour les Maghrébins, cette approche contribuera à une refonte totale de la pensée et à la formulation de la nouvelle identité religieuse. C'est là où réside la principale spécificité de la pensée réformiste du Maghreb contemporain. Alors, première spécificité, nationalisme et assise intellectuelle. Comment concilier le slogan du retour à l'islam avec les exigences du défi colonial et les contraintes d'une probable décomposition sociale? Si le réformisme maghrébin a pu générer un mouvement politique nationaliste organisé tendant à protéger l'identité religieuse par le biais d'un militantisme réformiste en Algérie, en Tunisie et au Maroc, je cite les noms Salih El-Hajj, Ali Bashhamba, Thalbi, Ali El-Fassi, etc., il s'est attaché à ce que cela soit cristallisé sur la base d'une conception intellectuelle bien spécifique. Donc, politique et intellectuelle. En effet, la prise de conscience de la décadence du monde arabe va susciter une rupture entre le réformisme maghrébin et la pensée fataliste qui prédominait et marquait le destin des masses musulmanes. Ainsi, une nouvelle perception rationnelle du monde et des lois qui le régissent et cause les mots aller voir le jour. Et cause ces mots aller voir le jour. Du point de vue structurel de la pensée, le réformisme va permettre le dépassement de la culture surannée et ses moyens de production de la connaissance. Ainsi, les pionniers de la pensée réformiste pensent quitter résolument le Moyen-Âge en considérant que la régression a des causes profondes et qui n'ont rien à voir avec les desseins impénétrables. C'est la consécration de l'historien arabe Ibn Khaldoun, un penseur des temps révolus qui prêchait l'avènement des temps modernes. Deuxième spécificité, individu, science et raison. La seconde conséquence de la prise de conscience de la décadence est le rejet de l'idée d'inertie des structures socio-intellectuelles, ce qui a débouché sur l'objectivité des forces qui font bouger l'histoire. Tout cela a incité les pionniers du réformisme maghrébin à s'intéresser aux mécanismes sous-jacents de la réforme. Ainsi, Ibn Achour, par exemple, perçoit la réforme de la connaissance religieuse comme socle de toute réforme proposée, considérant également qu'emprunter le schéma de la science est la clé de toutes les réformes. Ibn Badiz s'accorde avec Ibn Achour sur ce point. En effet, il considère que la réforme émane en premier lieu de l'individu et des idéaux qu'il s'est fixés, et que cela constitue une condition nécessaire à la réforme sociétale.
C'est pour cette raison qu'il a toujours dénoncé toute forme d'idolâtrie, et plus précisément l'idolâtrie cachée, al-shirk al-khafi. À partir de là, nous comprenons le combat qu'il a mené contre les confréries soufis et leurs effets dévastateurs sur l'individu, sa conscience et sa compétence à concilier entre les aspects positifs du passé et les moyens de la civilisation moderne. El Fessi au Maroc, de son côté, insiste sur la nécessaire revivification de la foi et la réactivation de l'ijtihad en acceptant de débattre avec les intellectuels d'obédience matérialiste et athée pour démontrer la dimension rationnelle de l'islam et son adhésion à la liberté et au savoir. Pour El Fessi, la pensée religieuse en islam s'accommode à la liberté en affirmant que l'essence de la pensée islamique est sa réprobation de la société corrompue. C'est une pensée qui libère les esprits tyrannisés. À cela, il ajoute, nous pensons que l'islam et le nationalisme peuvent s'accommoder avec les notions des principes théoriques philosophiques de l'Occident en se ressourçant de leur vitalité et de leur dynamisme, tout en consolidant les spécificités spirituelles de l'islam et sa vocation vers l'éternel. Fin de citation. L'objectif éthique d'El Fessi est d'affirmer une confiance en soi chez le Maghrébin, ce qui a même de lui permettre de répondre aux défis historiques. Troisième point, c'est l'identité. Qu'est-ce que l'identité? Quelle identité religieuse pour le réformisme? Le réformisme maghrébin était toujours soucieux du défi colonial européen et surtout dans sa manifestation française. Aussi, il a donné à la problématique de l'occidentalisation intellectuelle et culturelle la plus grande importance. C'est ce qui explique l'engagement soutenu des réformistes au retour à l'islam conçu dans son aspect civilisationnel corrélé à ses valeurs sociales. Dans ce contexte, Ben Achour pense que les musulmans ont connu une période d'essor et de développement et sont passés à la décadence lorsqu'ils sont écartés de la religion. Pour cela, il insiste sur la nécessité d'un retour au rationalisme, clé de voûte de toute réforme qui veut réussir et qui veut s'étendre à tous les niveaux de la vie de la société. Ibn Badi ne diverge pas substantiellement de son collègue tunisien, car lui aussi renvoie au texte fondateur, le Coran, considéré comme référentiel à la réforme en Algérie, et renvoie également aux valeurs classiques de l'âge d'or de la Khilafa Rachida, sans oublier l'obligation de penser et de planifier avec un esprit d'organisation et de précision. El Fessi exhorte les musulmans à relire et actualiser leurs pensées en vue de réaliser la renaissance tant attendue et combiner cela avec les accomplissements du monde moderne. Ceci a constitué du point de vue la convergence des trois penseurs maghrébins qui considèrent que la réforme ne pourra réaliser son objectif que si elle ne fait que raviver la tradition, tout en prenant en considération le nouveau contexte du monde moderne, mais sans pour autant préciser les mécanismes de brassage entre les deux cultures. Pour les trois penseurs que je viens de citer, pour eux, la crise du monde musulman provient de sa décadence éthique et spirituelle et son attachement aux aspects dogmatiques et rituels qui ne peuvent pas constituer une authentique adhésion aux principes civiques. Dernier point, le soi et l'autre. La quatrième dimension qui a caractérisé la pensée maghrébine réformiste, c'est qu'elle était imprégnée par le monde occidental. Le Tunisien Khaireddin l'a bien affirmé dans son œuvre de réforme en soutenant que le courant du monde occidental est tellement puissant qu'aucune dissidence ne peut lui faire face. C'est ce qui fait que les royaumes proches de l'Europe sont sous son emprise et n'ont d'autre choix que s'adopter au mode d'organisation institutionnelle afin d'éviter le désastre. Pour ancrer davantage ce texte référence, le cheikh Salem Bouhajeb, le Tunisien, déclare que la rupture avec la civilisation moderne est vaine, car si les innovations nous sont étrangères, elles sont cependant justes et s'accordent avec nos principes, ainsi rien ne nous oblige à les délaisser.
Cette reconnaissance de l'autre nous permet de dire que la reconsidération de soi doit être accompagnée par une acculturation avec l'autre, combien même différent, et malgré les conflits politiques et les dangers du déracinement culturel que cela pourrait générer. Je dirais, pour conclure, que si la culture arabo-musulmane appréhende l'autre sous diverses approches et sous différentes appellations, il n'en est pas moins vrai que c'est autour de cette même notion, c'est-à-dire le rapport vis-à-vis de l'autre, cette même notion que s'est cristallisé un des points de rupture qui marquera l'émergence des temps modernes, surtout au Maghreb. En effet, les dénominations classiques sous lesquelles l'autre était désigné, telles que kuffar, mécréants, dhimmi, gens du livre, muhariboun, guerriers, marquent une pause au profit d'une nouvelle terminologie plus ou moins neutre. Ce fut là l'œuvre majeure de la première génération des réformistes maghrébins. Ceux qui ont pris la relève avaient d'autres soucis, en l'occurrence politiques et nationaux. Toutefois, c'est au Maghreb et autour de la Méditerranée qu'un long apprentissage de la conscience et de la pensée pour une reconsidération de l'identité, cadre de la reconnaissance de soi, en voulant échapper au mécanisme de l'exclusion de l'autre, cette nouvelle vision intellectuelle refusait à occulter davantage la nécessité et de l'interaction culturelle entre le moi et l'altérité. Si en Tunisie, par exemple, deux grands érudits du XIXe siècle, Bayram IVe et Bayram V, soutenaient publiquement que le voyage en terre infidèle ne pouvait affecter la loi du musulman, toutefois, ils précisaient qu'un tel voyage était susceptible d'altérer l'intégrité, l'adala du croyant, dans certains cas. En somme, on accepte une certaine convivence avec l'autre, non sans quelques restrictions. En revanche, en Turquie, à la même époque, en 1876, le sultan Abdelaziz fut déposé par les militaires à la suite d'une fatwa, avis juridique autorisé, l'accusant d'irresponsabilité de destruction de la religion. On ne pouvait lui pardonner son voyage en France pour l'inauguration de la foire de Paris, car on continuait de penser que vis-à-vis de l'autre, un sultan musulman doit faire figure d'un ghazi, un conquérant. Ainsi, répondre à l'invitation d'un roi non musulman relève d'une dérive impardonnable. On peut dire, pour conclure, on peut dire aisément que l'ampleur de l'effort fourni par les élites réformistes maghrébines pour promouvoir une nouvelle prise de conscience du statut de l'autre au double niveau intellectuel et religieux, ce fut là la véritable gageure, notamment pour les consciences populaires qui avaient bien du mal à adhérer à cette nouvelle vision, alors que l'expérience coloniale était là pour dire que l'autre restait un guerrier et un usurpateur, donc un étranger. C'est justement pour cela qu'il est nécessaire de souligner l'action déterminante de la première génération de l'école réformiste maghrébine dans l'évolution des esprits de société, mais qui fut délaissée par la nécessité et les impératifs des enjeux politiques qui s'attachaient par la suite à l'établissement des États-nations au Maghreb moderne. Je vous remercie. Merci, Monsieur Naifer, pour cette intervention dense, riche. Vous avez cité un certain nombre de personnages politiques de la Tunisie du XIXe siècle qui ont impulsé ce que notre confrère Mohamed Haddad appelait ce matin le réformisme politique. Et vous avez cité un certain nombre de théologiens du XXe siècle qui ont impulsé également un certain nombre d'idées novatrices dans le rapport à l'autre. Merci encore une fois. Il y aura certainement un approfondissement dans la discussion par la suite avec le public.